En Tunisie, tout le monde cherche à avoir une bonne connexion et le meilleur débit possible. Pour les endroits où la couverture réseau est peu ou pas du tout présente, le gouvernement tunisien pense lancer un appel d'offres international pour les fournisseurs de services Internet via satellite non géostationnaire, et ce, début 2024. Un autre appel d'offres sera lui aussi lancé début 2024. L'octroi de licence 5G. Entre-temps, le débat continue sur la nécessité d'avoir cette 5G pendant que le Tunisien moyen n'utilise que Facebook, Instagram, YouTube et TikTok chaque jour. Cependant, en Europe, le débat est tout autre. Aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence artificielle, l'IA, pour remplacer l'humain sur certaines tâches fastidieuses de recherche. ChatGPT en est la star, mais il n'est pas le seul outil d'IA qui a bouleversé le quotidien des internautes et des industries. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce développement technologique majeur. On ne peut pas continuer à enseigner, à apprendre de la même façon qu'avant ChatGPT. Donc ça change complètement la donne, aussi bien pour l'apprenant que pour l'enseignant. Et donc le ChatGPT, avec toutes les capacités très sophistiquées qu'il offre, et de façon générale l'IA générative, comment peut-on tirer profit de cela? Et c'est quoi un enseignant aujourd'hui? Et quel est le mode d'apprentissage? Parce que sinon, on risque d'avoir des élèves qui vont peut-être plus croire et utiliser le ChatGPT que peut-être écouter leur enseignant dans une salle de cours. Donc, c'est pas noir ou blanc, c'est comment peut-on tirer profit de cela? Comment l'enseignant plus l'IA générative ensemble peuvent donner une éducation de meilleure qualité? C'est ça la question. Plein d'autres solutions, parfois publiques et d'autres privées, fleurissent sur la toile. Parfois pour une utilisation qui a clairement un impact positif. D'autres sont là pour carrément remplacer l'humain. Les possibilités semblent être illimitées, même pour des utilisations illicites à l'instar du deepfake. L'intelligence artificielle est un outil. C'est un outil technologique qui, comme tous les outils, peut être misused, donc utilisé contre des populations, contre des minorités. Et c'est un vrai risque. Mais qui est le même risque que d'autres technologies. Simplement, l'intelligence artificielle permet de gérer une quantité de données phénoménale, accroît les possibilités d'abus de manière parfois exponentielle. Et donc, c'est un vrai risque qui demande de vraies politiques à l'échelle internationale et une vraie réalisation de ces risques. Et, si possible, de limiter ces risques. Donc, par exemple, dans certains pays qui sont plus autoritaires, le risque est plus important. Et donc, juste mentionner que beaucoup de pays se sont ralliés au principe OCDE de l'IA qui justement requiert que les pays n'utilisent pas l'intelligence artificielle contre les minorités. Et pourtant, l'IA sans une connexion Internet fiable ne vaut rien. Car l'IA a besoin en effet d'une connexion avec les serveurs sur le cloud pour pouvoir générer sa réponse. Mais dans des pays à faible PIB, cette connexion est chère. La solution, IXP, ou Internet Exchange Point. Ce sont des carrefours Internet grâce auxquels la data peut transiter efficacement et à moindre coût. So internet bandwidth at the place where it's produced, at the Internet Exchange Point, costs nothing. It's available in effectively infinite supply at zero cost. What costs money is moving it from the exchange point to where it's used. This is another reason why you want to have as many exchange points as possible so that they can be close to people, because speed times distance equals cost. The further someone is away from the exchange point, the more it's going to cost, or the slower it's going to be, or both. So the secret really is to have a lot of exchange points and to have them close to a lot of people. So putting them right in the center of towns, in the center of cities is good. You don't want them out in some data center way out in the suburbs. And then you want a lot of fiber, competition in fiber, between the exchange points and where people are. So, yeah, there are a lot of places where internet is free. There are whole countries where the internet is just a free thing that everybody is entitled to. But the secret to that is to make it really cheap, because if it's cheap enough, it's not worth bothering to bill people, because billing is more expensive than the good itself. So if you look at transit in some places, it doesn't cost anything to get on the streetcar because
they've made the cost of operating the streetcar lower than the transaction cost of charging somebody for it. The same thing's true of the internet. If you can make the cost of the internet low enough, then there's no point in billing people for it because that would cost more than the internet service itself. And the key to that is enough exchange points and enough fiber. And that's how you get to a sort of, people call it a post-scarcity economy, an economy where it's cheaper to just go and do the thing you want to do than to worry too much about how it's going to cost or where you're going to get stuff or whatever. Right? All right. Are we talking also about free international traffic? So international means more distance, and speed times distance equals cost. Someone had to lay that fiber, and the fiber is not cheap. So the trick is not to demand ever lower fiber costs or more competition on the fiber, because laying more fiber is more expensive. Someone has to pay for it. The trick is to isolate the traffic, to make sure that traffic doesn't cross that fiber if it doesn't need to. So if someone in Tunisia accesses a website and the content of that website is hosted in London or Frankfurt or Amsterdam, which are kind of the three really big centers in Europe, then the person in Tunisia is paying to move that back and forth. But if you can get the content to be located in Tunis, then potentially you can get to that content for free or so close to free that it doesn't matter. And also, it's much, much faster then, because you don't have to get it all the way there and back. You're not competing with as much other traffic. It's just like when you get on the freeway and there are lots of other cars. It's going to go slowly. Whereas if you're just going to your neighbor's house, there's going to be no competition, right? So it will occur more quickly. Quickly, plus rapide et plus efficace. Ce sont des mots-clés sur lesquels les opérateurs et gouvernements travaillent pour réduire le gap digital. Mais qu'en est-il des équipementiers réseau ? Nous avons rendu visite au Centre Recherche et Développement d'Ericsson pour parler justement de comment la technologie de transmission, comme la 5G, est la clé de succès pour réduire ce gap. Et pour y arriver, il faut innover et standardiser. La standardisation, c'est le corps qui s'intéresse à bien s'assurer de la conformité du produit pour le marché. Donc, c'est l'organisation qui s'assure à ce que tous les équipementiers, tous les stakeholders s'y effèrent et bien sûr qu'ils soient bien conformes côté équipement, côté signalisation, mais aussi après côté market, c'est-à-dire lorsqu'ils vont promouvoir quelque chose, il faut que ça soit bien adéquat à des normes bien précises. Donc la standardisation, c'est une sorte de régularisation et rappeler les normes à faire lorsqu'on construit ces équipements. Très bien. Alors aujourd'hui, il y a à peu près donc 147 live networks, donc 5G dans le monde, du côté d'Ericsson justement. Est-ce que, à votre avis, quel est justement l'état d'avancement du déploiement de la 5G dans le monde ? Est-ce que vous pensez qu'on est à la bonne vitesse ? Est-ce qu'il faudrait peut-être accélérer davantage ? Il y a, ici, à ce moment-là, il y a deux phases. Il y a une différence entre quelques pays par rapport à d'autres. C'est-à-dire la 5G elle-même, elle a été définie dans la standardisation en deux phases. Phase 1. Phase 2, phase 1 qui était surtout la partie non standalone et début du standalone, et la phase 2, elle est purement standalone. Et là, tout dépend de l'avancement des pays dans leurs préparatifs pour accueillir le standalone system. Et du coup, là, il y a des pays qui sont dans le standalone, comme la France, comme les pays développés, la Corée du Sud, le Japon, etc. Mais il y a d'autres pays qui suivent maintenant à bien installer les systèmes et à accueillir la 5G standalone. Mais généralement, pour le moment, la majorité sont toujours dans le non-standalone. Alors justement, cette partie non-standalone, est-ce que du côté standardisation, est-ce un passage obligatoire, effectivement, pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui la 5G standalone ou comment ça se passe ? Effectivement, c'est plus que nécessaire. Pourquoi ? Si on revient bien au bâtissement de la 5G, lorsque ça a commencé, c'était le débat, est-ce que ça sera un réseau purement révolutif ou bien évolutif ? Évolutif, c'est-à-dire est-ce qu'on va bâtir sur la 4G, continuer avec la 4G, côté technique, ce qu'on appelle la forme d'onde, côté signalisation, etc. Ou bien tout mettre à côté et passer vers un nouveau système. Si on fait un petit pas en arrière dans
l'histoire des réseaux, si on regarde la 2G, 3G, 4G, aucune n'est compatible avec l'autre. C'est totalement différent. La 2G, c'est la base TDMA, FDMA. La 3G, c'est mail, elle a été poussée par les US, c'était la partie CDMA. C'est pour ça, vous trouvez le corps, ça s'appelait par exemple Qualcomm CDMA 2000, etc. Et puis, il y a eu dans le Long Term Evolution, qu'on appelle le LTE, ou bien l'abréviation anglaise LTE, c'était purement à la base OFDM. Et là, lorsqu'il y a eu la 5G, la question c'était, est-ce que c'est une nouvelle version, totalement nouvelle, ou bien on bâtit dessus? Bien sûr, la décision, elle était non seulement technique, mais aussi politique. Tout dépend des entreprises, qu'est-ce qu'elles ont à pousser. C'est pour ça, dans la standardisation, on regarde trop qu'est-ce qu'on a comme matériel à pousser, etc. Et la décision, c'était à ce qu'on fasse quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire, on commence par la 4G, on l'a déjà, elle est fonctionnelle. Plein de pays, ils ont déjà investi dans la 4G. Seraient-ils prêts à investir dans la 5G si elle serait révolutive? La question, elle était certainement non. C'est pour ça que, pour cette raison-là, ils ont fait le côté évolutif. Et du coup, lorsqu'on commence la 5G, la phase 1, c'était comment on implémente la 5G côté débit à satisfaire l'utilisateur, mais tout en gardant l'infrastructure 4G. L'infrastructure 4G, elle nous a permis à faire la signalisation, qui était 4G, mais le débit, il était direct 5G. Et c'est pour ça, c'est la partie non-standalone, elle est très importante, mais elle ne pourrait pas suivre en aucun cas ce que la 5G aurait prédéfini comme à subvenir aux besoins de l'utilisateur, à toutes les use cases nécessaires pour la 5G, etc. C'est-à-dire, pour arriver justement à avoir tous les use cases qu'on a vus 5G, il faudrait aller la vers non-standalone ne pourrait en aucun cas satisfaire. Pourquoi? Parce que même les signaux de contrôle eux-mêmes, c'est des signaux qui doivent suivre la 5G côté bande passante, côté signalisation, etc. Donc, le passage devient très nécessaire et strict pour bien satisfaire les besoins des utilisateurs. Très bien. Voilà. Et la 5.5 dans tout ça? La 5.5, c'est l'évolution de la 5, comme d'autres. Encore dans l'histoire, si on regarde, rien ne vient en socle comme ça d'un coup. Par exemple, la 2G, ça a commencé quoi? La 2G, ça a commencé la voix pour l'utilisateur. Et ça, c'est partie outdoor. Et par la partie indoor, vous avez l'Internet câblé. C'est ça, la 2G. Et puis, à la 2.5, parce que l'utilisateur avait besoin de communiquer des données, ça a été possible qu'avec des petits textos. Ça a été les fameuses SMS, etc., qui ont apparu, 2.5. Et puis, avec les besoins qui ne cessent de s'accroître pour l'utilisateur, il y a eu le besoin de données. Donc, la 3G, on avait plus de mobilité pour l'utilisateur. Donc, s'il veut communiquer à part la voix des données, il aurait fallu plus de débit. En même temps, ce qui était Internet câblé, il est devenu non câblé. C'est l'apparition du Wi-Fi. Et c'est ça, la 3G. Donc, 3.5 aussi, avec des données qui étaient au début seulement images avec voix, c'est devenu avec des petites vidéos, les SMS qui ont bien progressé vers des MS, etc., jusqu'à l'apparition de la 4G. La 4G, c'est un peu la libération de la donnée. C'est devenu l'Internet mobile. Un utilisateur qui a un téléphone, il peut avoir Internet tout en étant en mobilité totale. Et il y a eu aussi, donc, en parallèle, la progression du Wi-Fi. Donc, dans la 4.5, c'est encore plus de progrès en débit, c'est-à-dire plus de use cases qui apparaissent, par exemple, même dans l'industrie qui apparaît cette fois, c'est-à-dire un troisième pilier. Avant, on avait l'utilisateur en outdoor, on avait le indoor, mais l'industrie qui utilise maintenant les communications, etc. Ça a été la 4.5. Et l'apparition de la 5G, c'était pour satisfaire surtout ces use cases-là. C'est mainly pour l'industrie, aussi pour les zones là où on peut pas avoir, on peut pas avoir de connectivité. Exactement. Par exemple, pour avoir du Wi-Fi, pour avoir des communications fiables, il faut faire allonger nos câbles parce que vous avez de l'infrastructure, les pylônes, etc., mais elles sont câblées pour faire interconnecter ces équipements, etc. Donc, il y a des zones là où l'investissement n'est pas vraiment très rentable en termes de connexion filaire. Voilà, etc. Donc, l'idée, c'était comment faire parvenir
de la connexion, de la connectivité à ces zones, de la couverture, sans avoir à payer trop, juste pour par exemple, une petite zone rurale, etc. Et c'est de là, c'est venu l'histoire des satellites. Comment on utilise les satellites pour bien arroser ces zones-là. Et bien sûr, il faut les interconnecter avec les communications terrestres. C'est pour ça qu'il y a le concept de non-terrestrial network. Comment on peut avoir une dualité, connexion avec le réseau local, mais en même temps avec les satellites. Très bien. Dans les deux liens, montant et descendant. Et c'est là qui forme bien la deuxième phase de la 5G, qu'on peut maintenant, avec l'évolution qui existe dans la standardisation, etc., qu'on peut qualifier de 5.5. Très bien. Alors, je sais que c'est peut-être un peu tôt quand même de parler de 6G, alors que dans certains pays, il n'y a même pas encore la 5G, en tout cas pas de réseau opérationnel, ou pas de réseau commercial. Mais on a compris que quand on a visité justement le booth d'Ericsson au Mobile World Congress 2023, on a compris qu'il y avait beaucoup de travaux qui se faisaient à ce niveau. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous êtes en train de faire par rapport à la 6G ? Justement, la 6G, c'est la même question qui va se reposer. Comme ça a été pour la 5G, est-ce que ça sera aussi une version évolutive ou bien révolutive ? Mais quoique la 5G, comme vous l'avez bien souligné auparavant, il y a le 5.5 qu'on peut considérer comme les préliminaires pour la 6G. Donc, plein d'industries qui ont plein de use cases, surtout par exemple pour la télémédecine, etc., qui veulent bien booster leur performance dans ce sens-là, sans qu'elle soit vraiment prédéfinie comme 5G. La 5G aussi, puisqu'elle utilise l'IA, etc., ces choses-là, avec l'apparition des big data, etc., elle peut être vue comme étant aussi un préliminaire pour la 5G. Pour la 6G, pardon. Oui. Mais est-ce que vraiment la 6G repose-t-elle sur les mêmes technologies que la 5G ? Ça, c'est une question que les industriels n'ont pas encore résolue. Et pour la 5G non-terrestrial, est-ce qu'on pourrait effectivement considérer ça comme une espèce de technologie qui pourrait éventuellement introduire la 6G ? Justement, généralement, c'est un use case. Donc, il continuera, certes, avec la 6G. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il n'y a pas que des zones blanches qu'on appelle les white zones à servir, là où on devrait étendre la couverture, mais aussi il y a d'autres use cases, par exemple industriels, comme étant des champs de pétrole en plein océan, par exemple faire communiquer des navires, etc. Même dans des cas de risque, faire communiquer les avions, ça commence à être utilisé par d'autres clients qui sont certes Airbus, etc. Ici, par exemple, nous avons la collaboration avec Thales, qui s'intéresse à ce point-là. Et c'est très important. Donc, pour la 6G, tout sera guidé vers les use cases. Généralement, la première chose à définir, c'est les KPI. Qu'est-ce qu'on veut satisfaire en termes de débit, en termes de latence, en termes de densité, etc. Et ceci définira les limites de la 5G. Serait-elle capable de satisfaire ces besoins-là ? En se basant sur ça, la 6G sera définie. Est-ce que la 5G serait une plateforme pour bâtir dessus, build on, pour la 6G, ou bien définir tout dès le début, comme ça a été la 4G par rapport à la 3G ? Bâtir sur l'ancien ou commencer à nouveau ? This is the question. Et avec elle, d'autres questions se posent, notamment sur la collaboration entre le centre R&D d'un équipementier comme Ericsson avec d'autres écosystèmes parfois loin de la technologie. On va mettre en fait en exemple ces technologies avec soit de l'industrie, soit des systèmes dans l'agriculture ou bien des petits robots, voilà, commander le tout en 4G, en 5G. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des collaborations qui sont tissées dans ce sens-là avec des gens de l'extérieur, donc justement avec qui vous travaillez sur des innovations particulières ?
faire. Comment ça se passe au juste? Oui, alors on identifie par exemple des startups. On a la startup qui fabrique le robot, qui est une startup française et qui donc nous accompagne, nous aide à mettre en place ce robot. Nous, on vient mettre la partie connectivité, donc tout ce qui est 4G, 5G, et puis on va aller apporter ça à des clients pour leur démontrer comment les systèmes fonctionnent. Très bien. On a aussi, côté agriculture, une autre start-up qui fournit des petits équipements de connectivité et donc qui nous aide aussi à montrer et de faire toute la chaîne pour les clients finaux. Très bien. Alors, justement, je voudrais bien qu'on fasse un petit tour. Je vous laisserai nous guider dans tout ça. D'accord ? C'est parti. Alors, ici, nous avons une démonstration d'une serre connectée. Le principe, en fait, étant d'avoir un moyen, d'une part, de contrôler la température, l'humidité du sol, par exemple, tout connecté en 4G, 5G, et en plus, de pouvoir vérifier au sein de directement à distance les différents paramètres de cette serre connectée. Alors, cette serre connectée, elle est surtout là pour illustrer l'agriculture connectée et puis aussi le fait, par exemple, de n'arroser que quand on en a besoin, c'est-à-dire quand il y a de l'humidité, et éviter le gâchis d'eau, par exemple, sur les cultures. Donc là, on est donc avec une start-up qui nous fournit juste le petit module de communication et nous, on s'assure de toute la connectivité avec le réseau, la mise en place du tableau de suivi et on peut aussi mesurer, mais aussi on peut aussi commander. Donc commander de la luminosité, par exemple, commander de l'arrosage en fonction des différents besoins. Alors ici, nous présentons les équipements Ericsson. Tout d'abord, la solution DOT, qui est une solution de couverture intérieure des bâtiments, indoor, comme on dit. Et donc, tel qu'est présenté dans cette armoire, on trouve l'ensemble des équipements pour couvrir des bâtiments entre 10 et 20 000 mètres carrés. Donc déjà des grands bâtiments pour les entreprises, les industries ou bien des tours d'habitation. On a ensuite, de l'autre côté, les équipements cette fois-ci extérieurs avec en grand une antenne 2G, 3G, 4G avec les différents éléments qui vont émettre et recevoir les communications des utilisateurs. On voit aussi l'ensemble des équipements Ericsson qui vont être installés sur site et qui vont donc mettre en place ce réseau. Et on a ici présenté une antenne 5G qui a une différence avec les tout petites antennes, cette fois-ci, qui vont améliorer le débit et la latence pour les utilisateurs. On a enfin une dernière antenne qui, elle, pourrait être allée déployer sur les sites. Et cette antenne a été préparée afin de mieux s'intégrer dans le paysage urbain. Alors, sur cette démonstration, on a mis en place un robot et donc ce robot va être connecté en 5G via cet équipement qui fait partie du groupe Ericsson afin d'être contrôlé à distance. L'intérêt là, c'est un cas typiquement de l'industrie 4.0 et qui va permettre en fait d'une part de pouvoir piloter à distance, de reconfigurer assez rapidement le robot quand il y a un changement de production et dans ce cas d'usage très particulier, vous voyez qu'il y a des écrous et des vis, le robot va pouvoir prendre une photo de la situation et va pouvoir trier dans un des bacs les vis et dans un autre bac les boulons. Donc il y a aussi un système d'intelligence artificielle qui va permettre de reconnaître quel produit est sur le plateau et va permettre de trier automatiquement ces produits en fonction de ce que le robot aura retrouvé comme forme au niveau du plateau. Si les industries seront les premières à bénéficier des évolutions du réseau de connexion, il reste encore des challenges énormes au sujet de la sécurité. On ne peut pas parler de 5G sans parler de sécurité. Ça ne veut pas dire que le 5G, maintenant, on ne parle pas de sécurité, mais c'est juste que déjà, les standards, ils évoluent, les standards deviennent de plus en plus sécurisés, on ne fait qu'améliorer. Mais les attaqueurs, malheureusement, ils sont beaucoup plus intelligents que en plus, le 5G, on a des données énormes.
qu'on n'avait pas en 4G. Bien sûr, c'est plus complexe. On a des architectures qui m'a l'IoT, les voitures connectées, les montres connectées, des cas d'usage, des infrastructures. زاد كيف ما كانوش عندنا في 4G. Donc bien sûr plus انت تصعب الحكايه تولي plus compliqué plus عندك des vecteurs d'attaque يعني يظهروا qui apparaissent. Voilà. هذا سي ان بو الباك خلينا توا كما قلت انت دونك ما نجموش نحكيو على 5G ما غير ما نحكيو على السيكوريتي. كي نحكيو على السيكوريتي bien sûr c'est toute une chaîne donc le réseau il est immense c'est toute une chaîne donc on a la partie radio donc le réseau d'accès la station de base il faut la sécuriser les antennes il faut les sécuriser aussi le cœur du réseau il faut le sécuriser et entre ces donc déjà les produits plus bien sûr les interfaces et les binômes. Donc sinon sécuriser un seul produit ou un seul nœud dans cette chaîne n'a aucun sens. باش نخليو هكاك باب منهم محلول. Effectivement donc عندك tous les produits du réseau et plus les interfaces de transport et les binômes et l'administration ou le management de ces produits. Donc sinon ça n'a aucun sens. Plus هذا الكل اللي يزيد صعب الحكايه على l'interface R خاطر وين هما قاعدين يتنقلوا les données وين les données sont transmises c'est dans l'interface R في الهواء. Oui. وهذيك la partie la plus compliquée معناتها sécuriser معناتها ولهنا نجيو للبارتي راديو l'attaque اللي حكيت عليها انت détection de fausse station de base. Donc cette attaque de fausse station de base هذيك typiquement c'est une attaque للهواء في la transmission. Donc هذيك هي ممكن أصعب partie à sécuriser خاطر l'interface R موجودة partout الهواء عندنا partout. Oui. Le sécuriser partout c'est pas aussi simple. Très bien. Alors maintenant concrètement pour les opérateurs qu'est-ce qu'ils doivent faire au juste pour que justement le réseau يبدا on va dire le réseau pour dire toute la chaîne de valeur de bout en bout تكون sécurisée à 100%. Bon enfin on peut pas parler de 100% parce qu'avec la cybersécurité le risque zéro n'existe pas in fine, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour au moins réduire justement les risques. Exactement, tu as tout compris Nadia بالحق يعني on peut jamais avoir zéro mais on essaie de réduire au maximum les attaques. Donc اللي ننصح به اللي احنا معناتها الفيزيون تاعنا واللي ننصحوا به tous nos clients les opérateurs هو bien sûr احنا قاعدين on fournit des produits qui sont très sécurisés. Déjà le standard 3GPP il est très sécurisé. pour هذاك الكل احنا نعطيو des produits معناتها نزيدوا des solutions innovantes les produits نتاعنا الكل qui sont très sécurisés. ثم la protection نخدموا على la détection puis la réponse. Mais aussi il est très très important ذا ننصحوا به معناتها les opérateurs الكل اللي يعملوا un système pour gérer pour la gestion et le monitoring de la sécurité. On parle de prévention là, c'est ça? Bien sûr, et le contrôle, c'est donner la visibilité à la khater. Tu peux bien mettre bien sûr des produits sécurisés ou le col, mais comme le risque zéro n'existe pas, quand ça a une attaque, mais qu'est-ce que tu fais bien? C'est le challenge avec la sécurité. Nous devons nous ahata sur une cyberattaque ou ما في بالناش معناتها كل ما عندكش un système de management de sécurité ما تفيقش وهذا اللي très très important معناتها l'awareness يعني اللي بداو في بالهم donc il y a des systèmes qui gèrent spécialisés pour l'administration et la gestion des compteurs des indicateurs de sécurité et donc تنجم de prévention donc tu prédis que potentiellement tu as une attaque et tu seras comme opérateur tu seras alerté et là tu peux faire l'action nécessaire en fait قبل ما كما نقولوا يوفى الفوت وقبل ما تصير كارثه في الريزو ويتيح الريزو ويتيح السيرفيس تولينا في مشكله بوليتيك معناتها اليوم خاطر تيليكوم كذا ماشي ريزو ساكجي معناتها ça devient une nécessité يعني. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une partie qui est plus vulnérable qu'une autre? Oui. Justement, on a touché un peu ce point-là, c'est la partie l'interface R qui est plus vulnérable. Mais mis à part ça? Donc, mis à part ça, اليوم مع 5G ولينا عندنا les antennes radio. Oui. Les antennes radio que ولاو ما قبل على les antennes radio mais اليوم les antennes ولاو معناتها فيهم une partie intelligente. Oui. قبل لا مي توا وليت خاطر نعملوا لو ماسيف ميمو دونك ولينا نحطوا دي سوفتوير دونك ولات اون بارتي انتيليجونت هذيك il faut زاده لا سيكوريزي دونك هذيا مع 5G دونك ولينا نحطوا دي برودوي بور دو بروتيكسيون contre des attaques aussi des solutions aussi في l'antenne.
Très bien. On n'avait pas besoin. Donc ça, c'est avec la 5G. Et est-ce qu'il y a des solutions particulières qu'Ericsson préconise à ce niveau, ou la recommande aux opérateurs peut-être? Donc oui, effectivement, on a déjà tout ce qui est security by design. Donc oui. On a des solutions qui sont préintégrées. Pour éviter que quelqu'un sert un software qui est malicieux dans cette antenne. Et puis, en plus de ça, il faut toujours avoir la visibilité sur ce qui se passe. Bien sûr, on a aussi des solutions de protection à l'interface HEVICA, on appelle front-end. Oui. Donc, bien sûr, MACSEC, par exemple, il y a pour l'activer. On le fournit aux opérateurs. Très bien. B. Pour revenir rapidement, pour clôturer justement, la solution de détection de fausses stations de base. Est-ce que tu as rapidement de quoi il s'agit au juste? Très bien. Donc, une attaque اسمها fausse station de base. Donc, هي كيفاش هذه l'attaqueur ينجح في العملية نتاعو يحط une fausse station de base كما الاسم يقول بين la vraie station de base et معناتها بينات الutilisateur اللي احنا كما عندك un téléphone mobile. وش يعمل هو؟ يبدا il va émettre معناتها دي سينيو قوي على الاخر اللي كي يبدا الانسان معناتها يحوس بالتليفون نتاعو يفكر اللي هذاك هي la station de base اللي لازم يسكونيكت عليها. C'est comme si معناتها je suis tombée sur une espèce de wifi gratuit, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc يبعث السينيال قوي انت تكونيكتي عليها et malheureusement c'est pas la bonne. Donc l'attaqueur, il va avoir accès à tout le réseau à travers téléphone. Malheureusement. Donc Ericsson a développé, donc on est les premiers, maintenant on est très fiers de développer une solution qui détecte qu'il y a une station de base, une fausse station de base bien. Donc c'est une solution de l'innovation. أنا شاركت في الديفلوبمون تاع solution هذه زاده. معناتها des solutions عندك un système qui تاخذ ديما collecte la solution collecte les informations les indicateurs من التليفونات بتاع العباد الكل وتعمل لهم معناتها des algorithmes basés sur des règles ou des analytiques ou tout est automatisé. Voilà. Donc, pour croiser ces indicateurs, c'est une mauvaise station de base, c'est quelqu'un de malicieux et l'opérateur, il est très très rapidement. Donc, la rapidité, donc, il est alerté ou quelqu'un et c'est elle est très fréquente, cette attaque. Le sujet de l'environnement commence lui aussi à devenir un point d'inquiétude à cause justement de cette IA. Car qui dit IA dit plus de data, plus de cloud, plus de couverture réseau et donc plus d'énergie. On fait face à un problème énergétique, mais aussi environnemental de façon plus générique. Donc, les challenges, c'est d'avoir des sources d'énergie fiables à des prix constants pour que les opérateurs puissent avoir des contrôles des coûts énergétiques. On a eu un exemple cet hiver dernier où les prix de l'énergie se sont enflammés et du coup, les opérateurs n'avaient plus les contrôles sur ce qu'allait coûter pour opérer l'énergie, pour opérer ces réseaux. Donc, je dirais que les challenges, c'est ça, c'est d'avoir des sources d'énergie, si possible, renouvelables, on cite quand c'est possible, à des prix constants et surtout de consommer ce qui est nécessaire quand c'est nécessaire. Donc, c'est à nous, Ericsson, de proposer des solutions qui vont permettre des équipements qui consomment moins, mais aussi des solutions qui vont permettre d'optimiser ce qui est consommé en fonction de la data qui est transmise à chaque moment. Très bien. Alors, justement, d'après ce que j'ai compris, vous avez mis en place toute une stratégie autour de l'efficacité énergétique, si on peut dire ça comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, à Ericsson, on a une approche assez holistique. C'est pas que énergétique, sinon aussi environnemental et climat. Donc, pour commencer, on a un engagement d'être net zéro en 2040. Donc, 10 ans avant ça qui a été recommandé dans les secteurs. Et on a des points de passage assez clairs en 2030 d'avoir des solutions, des équipements, des portfolios qui vont consommer 50% de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui et aussi d'avoir des émissions à bout en bout, on va dire,
réduire tous les scopes 1, 2 et 3 à 50%, et avec un engagement un peu plus loin sur nos propres émissions pour être net zéro à 2030. Donc ça c'est pour les passages en 2030, et je voulais juste profiter pour dire qu'en 2022 on a réussi à valider un engagement qu'on avait avec la SBTI, le Science Based Target Initiative, d'avoir un système 5G qui consomme 10 fois moins que la 4G. Et aussi avoir des solutions radio qui consomment 36% moins que la génération précédente. On a validé cet objectif avec des solutions qui consomment 39% moins. Donc on a surpassé. Donc voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est climat. Et ensuite on a un programme qui s'appelle Breaking the Energy Curve, qui a une approche holistique. Donc comment on va avoir des solutions soutenables. Quel équipement déployer là où en fonction du trafic qui va être transmis par ces sites en particulier. Il ne faut pas surdimensionner les réseaux. Aussi, il faut avoir une modernisation qui nous permet de choisir les équipements qui vont consommer moins chaque fois qu'on va moderniser. Et dernièrement, utiliser la data et l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation. Donc, on a des solutions intelligentes qui permettent d'adapter et d'activer, désactiver les cellules en fonction du trafic nécessaire. Et aussi, on va jouer effectivement avec les bandes, les différentes fréquences et les différentes cellules qui sont à chaque site. Très bien. Et en termes de produits d'innovation, qu'est-ce que Ericsson propose aujourd'hui exactement aux opérateurs ? Donc on a des équipements 5G qui consomment 10 fois moins que la 4G. Ça c'est aujourd'hui c'est disponible, et on a surtout des solutions des services, on va dire, qui permettent d'optimiser la consommation. Donc on a des solutions intelligentes pour réduire la conso, donc l'activation et la désactivation des features green, comme on l'appelle, des leviers green. Et aussi on a des solutions qui vont permettre de réduire, on va dire, les scope 3. Donc les scope 3 c'est tout ce qui est engagé par l'opérateur pour que ces réseaux marchent. Donc tout ce qui est maintenance, déploiement, surveillance, etc. Et nous, on a des solutions intelligentes qui permettent d'éviter les déplacements sur site pour faire ces manutentions, mises à jour, etc. Très bien. Et j'ai compris aussi qu'il y a toute une partie recyclage, valorisation donc des équipements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement. Merci pour me rappeler ça. Donc ça, c'est la dernière partie, on va dire, de notre approche. Donc c'est l'économie circulaire. Ça fait partie de l'économie circulaire. Donc oui, effectivement, on a des programmes qui vont permettre de faire du take-back, c'est comme ça qu'on l'appelle, quand les équipements Ericsson arrivent à la fin de vie, avec évidemment tous les certificats de recyclage qui sont nécessaires. Aussi, on a des programmes sur des équipements refurbished pour des équipements récents qui sont encore en bon état, en état suffisamment adéquat pour pouvoir les réutiliser. Et finalement, ce que je disais, des équipements qui sont dessinés pour optimiser le recyclage quand on les récupère. Et donc, on obtient des taux de recyclage de 96% de matière présentes dans nos produits. Donc, ça montre qu'il y a une maturité dans le design. Donc, on fait les équipements pour que ça puisse arriver en fin de vie en bonnes conditions. Très bien. Donc là, si je comprends bien, les opérateurs, ils ont donc la possibilité de vous refiler en quelque sorte les équipements qu'ils ont déjà pour que vous puissiez travailler là-dessus avec des prestataires donc qui font le recyclage localement peut-être. Alors ça va dépendre de chaque pays. On essaie de trouver effectivement les solutions les plus proches possibles qui respectent nos standards de recyclage qui sont très élevés. Et oui, donc ça va dépendre de chaque pays. Mais c'est une obligation légale. L'opérateur peut le faire lui-même. Nous, on peut proposer ce service. Et effectivement, après, on donne les certificats de recyclage qui vont avec. Oui. Très bien. Alors, juste pour le mot de la fin, est-ce qu'il y aurait éventuellement des recommandations pour les opérateurs en termes, donc pour qu'ils puissent justement réduire en quelque sorte leur facture énergétique ?
La première recommandation, c'est de déployer ces équipements qui correspondent vraiment aux besoins pour chaque site. Donc, ça va dépendre de où le site est placé et du coup, les besoins de trafic réel que le site va circuler. La deuxième recommandation, c'est de faire recours aux énergies renouvelables autant que ça possible. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un système hybride qui nous permet d'optimiser les ressources comme le soleil et autres. Et troisièmement, je dirais, quand c'est possible de moderniser à l'ère de générations qui vont consommer moins, vont permettre d'installer et d'utiliser des softwares intelligents avec l'activation et désactivation des features green. Et aussi ces équipements qui ont des émissions induites qui sont moindres. Et donc, voilà, c'est tout va ensemble. Donc, l'avantage des nouvelles générations, c'est qu'ils vont permettre de faire une consommation plus intelligente. Consommer de façon plus intelligente. C'est ça que je pense qu'on cherche tous. Comme vous voyez, en Europe, le focus est sur l'IA, l'après-5G et sur comment réduire l'impact de la pollution sur notre planète pour un avenir meilleur et prospère. Un avenir qui va respecter les droits les plus élémentaires de chaque individu.